Élection législative au Sénégal, large victoire du PASTEF, le parti au pouvoir. Ce 17 novembre, plus de 7 millions d'électeurs sont appelés aux urnes pour élire 165 députés pour l'Assemblée nationale sénégalaise. La révision de la liste électorale en Côte d'Ivoire s'est achevée dimanche 17 novembre. Malgré la prolongation, l'objectif fixé est loin d'être atteint. C'est l'essentiel des grands titres à retrouver dans cette édition. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Tchad Info TV. Le PASTEF, parti au pouvoir au Sénégal, a remporté une large victoire aux élections législatives anticipées du dimanche 17 novembre. Convoqué par le nouveau président Bassirou Diomaye Faye, a déclaré le porte-parole du gouvernement à l'issue du scrutin. Plus de 7 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes pour élire les 165 députés qui siégeront à l'Assemblée nationale pour les 5 prochaines années. Les premiers résultats officiels provisoires seront annoncé le mardi 19 novembre. Quelques heures après la fermeture des bureaux de vote, le porte-parole du gouvernement Amadou Moustapha Ndiaye a revendiqué une large victoire du PASTEF, le parti au pouvoir, aux législatives anticipées de ce dimanche 17 novembre. Sur la chaîne TFM, il a affirmé disposer de 90 à 95% des résultats et indiqué que les tendances lourdes pointaient vers une majorité qualifiée pour le parti, sans toutefois préciser le nombre exact des députés obtenus. Les résultats provisoires des médias placent en effet le PASTEF en tête dans la majorité des centres de vote. Plusieurs figures de l'opposition ont reconnu la victoire, notamment Barthélémy Dias, maire de Dakar, et Anta Babacar Ngom. Bougane Gueye Dany de la coalition Sam Sakadou a félicité le Premier ministre Ousmane Sonko tout en l'encourageant à se concentrer sur les besoins des Sénégalais. Amadou Ba, leader de la coalition Jam Ak Jarine, a salué la maturité du peuple sénégalais et félicité le PASTEF pour cette victoire. Le parti a battu Amadou Ba et Barthélémy Dias dans leurs bureaux de vote respectifs et le chef du gouvernement Ousmane Sonko a largement gagné dans son fief de Ziguinchor. Les partisans du PASTEF ont fêté leur victoire dans les rues de Dakar, menée par Abass Fall, tête de liste du parti dans la capitale. Malgré des accusations de fraude émanant de la coalition Taku Walou Sénégal de l'ancien président Macky Sall, aucun incident majeur n'a été signalé. La participation a atteint 49,72% en baisse par rapport aux 61,3% de la présidentielle de mars dernier, mais légèrement supérieure aux législatives de 2022 où elle s'élevait à 46,6%. La révision de la liste électorale entamée en Côte d'Ivoire le 19 octobre 2024 s'est achevée ce dimanche 17 novembre. Plus de 12 000 centres d'enrôlement sont restés ouverts à travers le pays durant un mois pour tenter d'étouffer la liste électorale de 4,5 millions de nouveaux inscrits. La liste actuelle regorge d'un peu plus de 8 millions d'électeurs. Mais malgré une semaine de prolongation accordée, cet objectif est loin d'être atteint. Salimatou, âgée de 19 ans, fait partie des nouveaux majeurs ciblés par cette campagne. À quelques minutes de la fermeture de ce centre d'enrôlement, elle arrive précipitamment, bien décidée à s'inscrire pour voter pour la toute première fois de sa vie. Une expérience qu'elle raconte avec émotion. J'avais peur qu'il ferme. Je courais même pour venir jusqu'à je transpirais. Je voulais venir plus tôt, mais comme je n'avais pas le temps, je partais à l'école. C'est pour cela que je suis venue aujourd'hui. En tout cas, c'est une fierté. Au moins, je pourrais dire à mes amis que je peux voter celui que je veux, raconte la jeune fille. Durant les 30 jours qu'a duré l'opération, ce centre d'Adjamé-Williamsville n'a accueilli en moyenne une dizaine de personnes par jour, selon Flora, la chef du bureau. Une affluence faible, mais en hausse progressive, portée par la mobilisation des partis politiques. Les premiers jours, il n'y avait pas beaucoup de personnes, mais après ça, les gens ont commencé à venir un peu, et ici peut-être, notre chance, c'est qu'il y a les représentants des partis politiques qui sensibilisent eux-mêmes leurs différents partisans qui les envoient pour se faire enrouler, explique-t-elle. À la date du 9 novembre, soit la veille de la prolongation de l'opération, environ 500 000 nouvelles demandes d'inscription avaient été enregistrées par la commission électorale indépendante. Les prochaines étapes, l'analyse des données, la publication des listes provisoires, puis la période de contentieux avant les listes définitives,
attendu à la mi-2025. Les Gabonais ont voté massivement pour le oui au référendum constitutionnel de samedi 16 novembre. Selon le ministre gabonais de l'Intérieur, Herman Imogold, 91,80% des votants ont voté pour la nouvelle constitution contre 8,20% pour le non, a-t-il annoncé dimanche 17 novembre au soir. Le taux de participation est de 53,54%. Le oui à la nouvelle constitution l'emporte massivement avec 91,80% des suffrages contre 8,20% pour le non lors du référendum constitutionnel organisé samedi 16 novembre au Gabon. Le taux de participation s'est quant à lui élevé à 53%. Les 463 066 Gabonais qui se sont rendus aux urnes ont donc plébiscité le projet de nouvelle loi fondamentale qui instaurera la deuxième république dans le pays. Si aucune province ne place le oui à moins de 80%, il réalise les scores les plus faibles dans celle de l'Ogooué-Maritime, la plus frondeuse du pays, et dans celle de l'Estuaire, là où se trouve Libreville, la capitale, avec respectivement 83% et 85% des suffrages seulement. C'est en revanche dans le Oulé-Ntem, une région autrefois acquise à l'opposition, qu'il réalise son meilleur résultat avec 98% des voix. Les débats avaient pourtant semblé plus équilibrés durant la campagne, de nombreux opposants reprochant à la nouvelle constitution d'être taillée sur mesure pour l'homme fort du régime depuis le coup d'État du 30 août 2023, le général Brice Oligui Nguema. Du côté des observateurs de la société civile, ceux du réseau ROC ont rendu leurs conclusions préliminaires après avoir surveillé plus d'un tiers des bureaux de vote du pays. Ils n'y ont donc relevé aucun incident majeur ni aucune fraude massive. La nouvelle constitution prévoit la mise en place d'un régime présidentiel dans lequel le chef de l'État sera le véritable homme fort des institutions avec des pouvoirs étendus. Élu pour un mandat de 7 ans renouvelable une seule fois, le président de la République sera le chef de l'exécutif puisque le poste de Premier ministre sera supprimé. Il pourra en outre dissoudre l'Assemblée au moins une fois pendant son mandat, alors que le Parlement pourra le mettre en accusation devant la Haute Cour de justice. Pour se présenter à une élection présidentielle, les candidats devront être âgés de 35 ans à 65 ans et être nés d'au moins un parent gabonais. Elle décrète en outre l'impossibilité pour un parent du futur président de lui succéder. À mi-chemin de la COP29, les négociations sont bloquées. Les discussions ont été très tendues entre les représentants des 198 pays de l'ONU Climat réunis à Bakou en Azerbaïdjan pour tenter de s'accorder sur l'aide financière à apporter aux pays pauvres face à la crise climatique. Le chemin est encore long avant de parvenir à un texte d'accord final d'ici vendredi. La première semaine n'a abouti qu'à un long projet d'accord truffé d'options totalement incompatibles sur la manière de mobiliser les milliers de milliards nécessaires pour aider les pays pauvres face au changement climatique. Les pays en développement demandent toujours 1 300 milliards de dollars par an. Mais les pays riches en prise avec des problèmes de budget au niveau national ne veulent parler d'aucun montant tant que de nouveaux contributeurs comme la Chine n'acceptent pas de participer au pot commun. Qui doit payer ou trouver l'argent et surtout combien? Toutes ces questions restent donc en suspense, le tout dans un contexte international tendu. Entre l'élection du climato-sceptique Donald Trump, le rappel de la délégation argentine par le non moins climato-sceptique président Javier Milei et l'incident diplomatique entre l'Azerbaïdjan et la France, l'ambiance à la COP n'est pas au beau fixe. Or, les États ont plus que jamais besoin d'entendre dans ces négociations si importantes. Les délégués tournent désormais leur regard vers le Brésil qui accueille le G20 lundi et mardi avec l'espoir que la réunion des chefs d'État des 20 plus grosses économies mondiales débloque la situation et donne un nouvel élan à la COP. S'ils arrivaient à se mettre d'accord sur une taxe des milliardaires comme le souhaite le Brésil, cela permettrait de résoudre une partie de l'équation financière. Et pour les autres problèmes, les négociateurs vont passer la main aux ministres de chaque nation qui arrivent pour cette deuxième semaine des négociations et qui vont tenter de trouver des compromis plus politiques. Un accord final est encore possible à ce stade, mais cela semble quand même mal engagé. À Madagascar, la conférence des évêques a publié samedi 16 novembre un message très critique envers les autorités, citant les problèmes d'accès à l'eau et à l'électricité, la hausse des prix, mais aussi l'insécurité et la dégradation de l'enseignement.
Dans ce message, la conférence des évêques de Madagascar estime que les dirigeants n'ont pas de plan de développement et qu'une minorité accapare et dépouille la richesse nationale. Le père Safarin, secrétaire coordonnateur de la conférence épiscopale de Madagascar, revient sur les raisons de ce message. Nous sommes tous témoins de la situation du pays actuellement. On est dans une extrême pauvreté. Je ne peux pas décrire à quel point cette misère frappe tout le monde, mais ça se voit. C'est pour cela que les évêques rappellent la responsabilité de tous, que ce soit le gouvernement ou le peuple, explique-t-il. Dans le message, la conférence épiscopale se montre critique envers la gestion du gouvernement en matière d'accès à l'électricité et l'eau, la dégradation de la qualité de l'enseignement ou encore la hausse des prix. Ce que les évêques demandent surtout, c'est que l'on assure d'abord les besoins fondamentaux de chaque citoyen, l'eau, l'électricité, la nourriture. Et c'est sur ce point-là que les évêques se posent des questions et demandent à nos dirigeants s'il y a des politiques bien étudiées pour mener le pays. Si ce n'est pas le cas, les évêques disent « Prenez vos responsabilités. C'est le moment où il faut se réveiller. Pourquoi y a-t-il un groupe de gens extrêmement riches et cette majorité extrêmement faible? Je ne sais pas comment les dirigeants se comportent pour avoir ces déséquilibres très visibles. C'est leur tâche de voir comment donner cet équilibre pour que chacun vive dans une condition digne de son humanité, ajoute Père Séraphin. Sollicité par RFI pour une réaction, la communication de la présidence et la porte-parole du gouvernement malgache n'ont pas donné suite. C'est la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur Tchad Info TV, votre chaîne d'information.